Bonsoir à tout le monde. Cher Monsieur le Président, cher Duc Oldenburg, chers amis de la famille. La famille chrétienne est-elle un modèle dépassé ou un tremplin pour la régénération de l'Europe? Vous m'avez invité à traiter des aspects de la famille dans le contexte institutionnel de l'Union européenne et notamment au Parlement européen. En ce jour, Bruxelles fête sa semaine arc-en-ciel. Ce n'est pas une réunion de météorologues préoccupés par les nuages volcaniques. Nous discutons ce soir du rôle de la famille pour le bien commun à tout niveau de la société. Les autres, sous les drapeaux arc-en-ciel, cherchent à la détruire. Nous sommes tous les pères ou les mères des familles, des grands-parents, des oncles ou des tantes. C'est pourquoi je ne m'autoriserai pas de parler de la vie familiale. Vous la connaissez avec ses joies et ses défis quotidiens. En revanche, je voudrais partager mes expériences institutionnelles, notamment au Parlement européen, des politiques qui affectent la famille. Mon expérience pratique depuis 2003 comme député slovaque au Parlement européen de Strasbourg alimente ma réflexion. Dans un premier temps, je voudrais dessiner le décor du travail au Parlement. Ensuite, j'expliquerai quelques menaces politiques et législatives auxquelles la famille, fondée sur le mariage entre un homme et une femme, se voit exposée au niveau européen. Enfin, je m'autoriserai quelques remarques pour vous inviter à être des citoyens actifs au profit de la défense de la famille en particulier et de l'éthique sociale universelle en général. L'environnement parlementaire. Bienvenue au Parlement européen. Notre Assemblée est composée de 750 élus dans 27 États membres qui se regroupent dans 7 groupes politiques et travaillent dans 22 commissions parlementaires permanentes pour représenter ainsi une demi-milliard de citoyens. Chaque langue officielle d'un État membre est également une langue officielle de l'Union européenne. Avec 23 langues officielles, plus de 506 combinaisons linguistiques sont possibles, puisque chaque langue peut être traduite dans 22 autres langues. Au Parlement européen, la question du partage des valeurs communes représente avant tout une question pragmatique. Au sein de la Commission parlementaire des droits de la femme que j'ai présidée tout au long de mon premier mandat, les 70 membres appartiennent à 5 groupes politiques et environ 15 délégations nationales différentes. Nous nous accordons toujours le temps nécessaire pour échanger les informations et pour comprendre les positions de l'autre à partir de son contexte culturel et linguistique. Trop souvent, les collègues masculins nous accusent de papoter et perdre du temps précieux. Mais nous avons seulement 4 hommes à la Commission des droits de la femme et de l'égalité de genre. C'est fort dommage. L'égalité des chances entre les femmes et les hommes ne concerne pas seulement les femmes. Cette politique concerne également les hommes. Une première approche pragmatique consiste alors à gagner la sympathie des collègues masculins pour en faire les ambassadeurs. Un outil à notre disposition ne sont pas seulement les commissions parlementaires, mais également les groupes de travail informels et les intergroupes. Les intergroupes ne sont pas un organe officiel du Parlement. Son utilisation relève plutôt d'un ordre symbolique pour permettre l'échange entre les décideurs et les représentants de la société civile. Depuis le début de la législature 2009, l'usage de l'intergroupe est fort limité. Effectivement, nous avons le droit de nous réunir à Strasbourg le jeudi après-midi de la séance plénière. Cela pose cependant des difficultés remarquables aux associations qui se déplacent à Strasbourg pour une réunion d'1 heure. Il est juste de ne pas bloquer les ressources parlementaires
pour les activités qui ne concernent pas les organes. Mais le défi se pose à nous de mettre au profit l'existence de l'intergroupe Famille, protection de l'enfance et solidarité entre les générations. Lorsque je suis entrée au Parlement européen, j'étais étonnée de l'insoutenable légèreté et de l'insouciance qui distinguent l'Europe de l'Ouest. Cette insouciance incarne les attitudes et les conceptions différentes de l'Europe. Les interrogations des citoyens de l'Europe centrale et orientale s'articulent autrement que celles de l'Europe occidentale. Souvent, nous éprouvons plus de complicité entre les collègues de l'Europe de l'Est, appartenant pourtant à des groupes politiques opposés. Par contre, les contacts entre collègues marqués par deux expériences culturelles différentes de l'Est et de l'Ouest est parfois plus difficile, même s'ils appartiennent à un même groupe politique. Tous mes collègues sont habités par la volonté de construire une nouvelle Europe. L'avenir n'a pas de sens que si dans 50 ans, nos petits-enfants pourront y vivre plus heureux que nous-mêmes. Pour vivre heureux, il faut savoir choisir. Pour savoir choisir en toute connaissance de la cause, la femme, l'homme et la famille doivent connaître toutes les options. Je ne choisis pas une voiture juste selon sa couleur. La puissance du moteur et les prix m'intéressent également. C'est la même chose dans la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Comment choisir la meilleure option si les détails ne sont pas connus? Ainsi, une autre valeur commune que nous partageons, c'est le droit à l'information correcte et exhaustive. N'ayons pas peur des détails, même s'il y en a beaucoup, même s'il y en a des détails qui nous fâchent. Mieux vaut de connaître tous les repères pour arrêter un choix. Parfois, le choix d'une famille ou d'un couple doit prendre sont très importants. Souvent, nombre de familles souffrent du fait d'avoir choisi sans avoir été informées correctement. La famille, me direz-vous, que vient-elle faire au cœur des institutions politiques européennes? Femme élue par les Slovaques pour les représenter au Parlement européen, je suis amenée à décider à chaque session plénière à Strasbourg sur les conditions politiques, économiques et sociales de la vie en société. Chaque décision des institutions européennes produit des résultats directs sur la vie de nos familles, souvent même sans que leur volonté soit entendue et respectée. Je voudrais mentionner quelques aspects généraux qui me semblent importants à soulever. La nature du mariage entre l'homme et la femme, inscrit dans la loi naturelle et telle que préconise dans l'éthique sociale universelle, se voit à présent menacée par l'acquis communautaire sous le prétexte de la non-discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou le genre et la Charte des droits fondamentaux. La promotion de la régulation des naissances connaît aujourd'hui un développement critiquable à travers la politique de la santé reproductive financée par le budget de l'Union européenne. Le non-respect de la différence et de la complémentarité entre les femmes et les hommes conduit à la nécessité de combattre la violence à l'égard des femmes. Des budgets importants sont utilisés par les institutions européennes pour combattre la violence à l'égard des femmes. Pourtant, l'éducation des garçons par leur père au sein de la cellule familiale fonctionnelle qui respecte la dignité de la personne pourrait éviter des programmes coûteux des institutions européennes et nationales. La dictature des experts posait déjà un problème au pape Paul VI lors de l'élaboration de l'encyclique Humanae Vitae.
Il avait le courage de désavouer le travail insuffisant de groupes de travail composés d'experts éminents. Aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, l'expertocratie est le synonyme de l'influence des puissants lobbies qui ne représentent pas le bien commun. La culture du compromis, qui impose le compromis comme point de départ avant toute négociation, ne permet plus aujourd'hui de respecter le point 73 de Evangelium Vitae, ni la note doctrinale des chrétiens engagés en politique. Jean-Paul II nous rappelait, au point 52 de Veritatis Splendor, que l'homme peut s'interdire d'accomplir certains actes, surtout lorsqu'il est prêt à mourir plutôt que de faire le mal. La négociation politique est par conséquent souvent mal comprise, notamment chez les hommes et les femmes du groupe chrétien-démocrate dont je fais partie. Faire face à ce développement nécessite préalablement la formation de la conscience et de l'action collective et individuelle. Notre responsabilité individuelle et collective est engagée à tous les niveaux et dans toutes les positions d'influence dans lesquelles nous nous trouvons, de nos cuisines et de la table familiale jusqu'à la tribune d'une assemblée politique internationale. Tout citoyen est investi pour se faire entendre auprès des décideurs politiques pour les informer sur les décisions qu'ils prennent lors du vote dans l'hémicycle. Vous et moi, chacun à son niveau, nous avons le devoir de rappeler à temps et à contre-temps, avec diplomatie et détermination, que l'homme ne peut pas indéfiniment prendre la place de Dieu. Chers amis, pour ne pas perdre courage face aux interlocuteurs, nous devons garder à l'esprit qu'aucun groupe social, par exemple un parti politique, et aucune idéologie n'ont le droit d'usurper leur rôle de guide unique. Aujourd'hui, nous sommes appelés à combattre d'autres formes de totalitarisme. Tous, ils visent un même but, la négation de l'intégrité de la personne humaine par la destruction de la loi naturelle. La nouvelle forme de totalitarisme vise également les chrétiens. La persécution contemporaine des chrétiens est devenue très subtile. Elle est cachée, sophistiquée et socialement acceptée. Elle se fonde sur la destruction de la loi naturelle, notamment par le relativisme et la régulation institutionnelle de la moralité. Cependant, de nombreuses références juridiques internationales promeuvent la famille, le droit à la vie et la liberté et la sûreté de la personne, ou encore le droit de se marier et de fonder une famille pour l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion. Ces textes juridiques internationaux établissent clairement que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État, que la maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale, et que les parents ont le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Ces affirmations ne sont pas subjectives. Elles émanent de la loi naturelle et sont inscrites depuis 1948 au cœur de la Déclaration universelle des droits de l'homme dont nous venons célébrer le 60e anniversaire. Pendant mon premier mandat au Parlement européen de 2004 à 2009, il a été possible de mener un certain nombre d'actions politiques en faveur de la famille. J'ai pu par exemple présenter 2 rapports d'initiative consacrés à la pauvreté des femmes dans l'Union et sur la non-discrimination basée sur le sexe et la solidarité entre les générations.
Ce rapport souligne le rôle essentiel du père de famille, le rôle particulier de jeunes retraités et souligne que la reconnaissance du travail non marchand est une question de justice afin que soit reconnu le travail non marchand des femmes et des hommes en matière de solidarité entre les générations. Dans ce contexte, ce rapport demande de promouvoir une équité fondée sur la contribution des personnes et la vraie liberté de choix. Certains peuvent penser que la famille est une construction de l'État moderne dont les charges se limitent à l'alimentation et à la prise en charge des enfants, mais peu au-delà. Mais c'est le contraire. La famille est la plus ancienne institution de l'humanité, la cellule de base de l'humanité naturelle et n'a pas été créée par un acte législatif. C'est pourquoi je voudrais vous faire part de toute une série d'activités en faveur de la vie et de la famille menées avec de nombreux amis sur tous les continents. En 2004, nous avons organisé la célébration du 10e anniversaire de l'année internationale de la famille, finalisée par la déclaration de Doha, adoptée par la résolution 5911 de l'Assemblée générale des Nations unies le 6 décembre 2004. Plusieurs centaines de citoyens de nombreux pays d'Europe participaient à cette célébration. Il a ensuite été possible de mobiliser les politiciens lors du Forum interparlementaire de Varsovie, qui s'est tenu le 12 mai 2007 à l'occasion du 4e Congrès mondial pour la famille, sous le haut parrainage du président du Sénat et du président du Parlement de la République de Pologne. Faute à ces expériences dans la perspective du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous avons organisé à Strasbourg et en avant cet anniversaire la rencontre européenne des mouvements pour la vie et la famille, désireux de se réunir en coalition pour se mobiliser sur les objectifs ciblés dans la déclaration de Doha. La rencontre de Bratislava en 2008 a été le fruit d'une collaboration efficace avec l'Institut international de Doha pour les études de la famille et le développement de la Fondation du Qatar. Enfin, en décembre 2008, les représentants des mouvements pour la vie et la famille ont eu l'honneur d'accueillir à Strasbourg le cardinal Antonelli à la fin de leur journée de travail sur leur projet pour la vie et la famille qui se voit maintenant mis en œuvre. Et aujourd'hui, l'intergroupe pour la famille, la protection de l'enfance et la solidarité entre les générations se réunit pour la prochaine fois avec les associations à Bruxelles au mois de juin prochain. Actuellement, dans le cadre de la stratégie politique Europe 2020, s'offre beaucoup de possibilités pour faire parler des politiques favorables à la famille. Soyons clairs, nous n'allons pas stopper la reconnaissance des couples homosexuels. Sur le plan du droit communautaire, les voies sont tracées grâce à la non-discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Dès lors, il convient d'étudier les possibilités d'introduire les préoccupations de la famille dans le processus décisionnel des institutions européennes et nationales. Je vous invite à étudier les rapports à l'étude au sein de la Commission de l'emploi et des affaires sociales. Je vous invite également à vous manifester auprès de vos élus et de leur dire qu'ils doivent soutenir la famille naturelle à travers les différentes politiques nationales et européennes. Nous avons le devoir de lever notre voix pour défendre la famille chrétienne fondée sur le mariage entre un homme et une femme. Nous avons le devoir de clamer la priorité des parents pour l'éducation des enfants. Mais nous devons le dire haut et fort et gentiment. Demandez-vous à quel moment est-ce que
j'ai écrit un email à mon représentant au Parlement européen. Quand est-ce que j'ai contacté mon député national? Écrire un email prend 10 minutes, mais cela fait réfléchir ceux qui prennent des décisions. Il faut également rendre publics les bons résultats dans les institutions européennes. Tout récemment, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a voté une résolution et une recommandation intitulée « Investir dans la cohésion familiale en tant que facteur de développement en temps de crise », suite à la proposition d'un député italien, Luca Volonté. C'est un excellent document dont nous n'avons pas parlé suffisamment. C'est pourquoi j'ai préparé quelques copies dont vous pouvez vous servir avant de prendre congé ce soir. Voilà quelques exemples très concrets des activités politiques que nous organisons au Parlement européen. Leur but est d'encourager les associations et les décideurs politiques de faire une alliance pour la famille. Il fut une époque du gender mainstreaming, maintenant c'est le temps du family mainstreaming. Mesdames et messieurs, la famille est le lieu où nous devrions apprendre que le rôle authentique de l'État est de servir ses citoyens. Et de quoi vit l'État? La question des forces agrégatives se pose ainsi de nouveau et dans sa teneur essentielle. L'État vit sur la base des présupposés qu'il n'est pas lui-même capable de garantir. La force agrégative de la société contemporaine reste la famille naturelle fondée sur le mariage entre un homme et une femme. Par ailleurs, une famille chrétienne sera tout naturellement ménage à trois: un mari, une épouse et le Saint-Esprit. L'État ne doit pas réinventer l'humanité selon les principes d'une idéologie artificielle changeante. L'effondrement de la famille fondée sur le mariage entre un homme et une femme ouvre la porte à l'arrivée du totalitarisme. Toutefois, la famille chrétienne se voit aujourd'hui mise à rude épreuve à cause d'une modernité mal comprise dont l'État se fait l'avant-coureur. La question se pose alors de savoir quelle base légale nous adoptons pour permettre à la famille d'être la cellule vitale de la société. Je constate que la définition de la famille comme l'union d'un homme et une femme unis par les liens permanents du mariage et leurs enfants ne fait pas partie de l'acquis communautaire. Quelle orientation politique les institutions compétentes, nationales et internationales, adoptent-elles pour soutenir la famille? Les événements du week-end précédent et aussi les semaines qui arrivent sont remarquables. En Lituanie, les associations familiales ont réussi à barrer le chemin à Gay Pride dans leur capitale. Les associations pouvaient se fonder sur le soutien politique de la majorité des députés. Toutefois, les juges de Vilnius ont décidé que le droit à la réunion et à la liberté de parole s'applique même là où le détournement des valeurs est en jeu. Et le Gay Pride a finalement eu lieu. C'est un exemple qui prouve que la promotion sociale de la famille chrétienne se voit beaucoup influencée par l'attention politique que nous y conférons. À titre d'exemple, je mentionnerai les nombreuses résolutions d'initiative que le Parlement européen vote pour condamner sans équivoque la famille naturelle au profit d'autres formes de vie commune. Le prétexte est toujours le même: le respect des droits fondamentaux, la promotion des minorités, la non-discrimination fondée sur le sexe ou l'orientation sexuelle. Une résolution de ce type, votée au cours de la séance plénière au mois de décembre 2009 à Strasbourg, visait là aussi
la Lituanie. La Lituanie fut condamnée parce qu'elle voulait protéger les mineurs d'une sexualisation grandissante de la publicité. Certains groupes d'influence, lecteurs de Tétu, se sont immédiatement saisis de ce prétexte pour accuser la Lituanie de violation du principe de non-discrimination fondé sur l'orientation sexuelle. Pour un simple amendement à sa loi d'éducation nationale, la Lituanie risquait la suspension de son statut d'État membre de l'Union européenne. Il est vrai que ces résolutions d'initiative du Parlement européen sont dépourvues de tout effet juridique contraignant, mais leur existence même répand une ambiance malsaine qui n'aide pas à établir une solidarité européenne à l'égard de la famille. Face aux évolutions du droit communautaire, il me semble que la famille incarne désormais plutôt un enjeu de survie avant d'être un enjeu de solidarité. Le traité de Lisbonne a modifié la redistribution des compétences dans le domaine de la famille grâce à la coopération transfrontalière. Ce glissement s'opère par le chapitre 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif à la coopération judiciaire en matière civile. Le Conseil de l'Union européenne, qui regroupe les ministres nationaux en fonction de leur portefeuille, peut désormais prendre des décisions relevant du droit de la famille ayant une incidence transfrontalière. Cette procédure institutionnelle vise la harmonisation communautaire du droit civil international sans que le mot « famille » ne se fasse entendre. Pourtant, dans tous les États membres, le mariage est un acte régi par le Code civil. Par conséquent, la redéfinition du mariage par les institutions européennes pourra se justifier par les aspects transfrontaliers et par l'harmonisation du droit civil entre les États membres en mettant en œuvre la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Même si des mécanismes de contrôle ont été introduits, comme par exemple l'unanimité au Conseil, le droit de veto d'un seul Parlement national, la consultation du Parlement européen, il ne peut plus être ignoré que le droit de la famille fait désormais partie des décisions européennes. Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la Charte des droits fondamentaux devient juridiquement contraignante. Or, cette charte défie les principes de la loi naturelle par l'absence remarquable et remarquée par la définition de la famille et par le statut particulier conféré aux droits de l'enfant. L'article 9 de la charte stipule que le droit de se marier et de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice. Les rédacteurs de la charte se gardent de spécifier le sexe des conjoints et dissocient de manière explicite la notion de mariage de celle de famille. Les explications relatives à la Charte des droits fondamentaux clarifient sans appel que cet article n'interdit ni n'impose l'octroi du statut de mariage et des unions entre personnes du même sexe. Je signale également que l'article 24 de la même charte est consacré aux droits de l'enfant et omet volontiers la mention du père et de la mère au profit de la mention des deux parents. L'article 21 de la charte consacre également le principe de non-discrimination fondé notamment sur le genre et l'orientation sexuelle. Mais cet article consacre également la liberté d'opinion. Les défenseurs de la famille chrétienne doivent faire bon usage de cet article. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule dans l'article 10 que l'Union veille à la cohérence entre ses différentes politiques et actions. Cela veut dire, dans notre cas,
Toute harmonisation du droit communautaire dans le domaine de la famille doit impérativement prendre en considération l'absence de définition des familles et le principe de non-discrimination fondé sur le genre et l'orientation sexuelle. Dès lors, la défense de la famille basée sur le mariage entre un homme et une femme devient un véritable objectif stratégique, car le législateur européen et les chefs d'État et de gouvernement ont volontairement omis une définition précise de la famille. Et pour conclure, je vous demande très honnêtement, est-ce que nous, les chrétiens engagés dans la chose publique pour la défense de la vie et de la famille, au travers de différentes associations et institutions, sommes-nous aussi clairvoyants et rusés pour promouvoir la famille dans un langage institutionnellement neutre et policé selon les besoins du fonctionnement administratif communautaire? Il faut toujours se souvenir qu'il est facile de commencer un projet, mais il est d'autant plus difficile de l'accomplir correctement et de ne pas l'abandonner à mi-chemin. L'Union européenne a besoin de citoyens qui s'engagent dans la durée. Les sociétés européennes ont un fonds culturel commun. Mais il existe également les héritages historiques et donc des traits culturels spécifiques propres à chaque société. Aujourd'hui émergent des facteurs de convergence culturelle. Les droits et les institutions sont marqués par une tendance à l'homogénéisation. C'est la régularisation de la moralité. Nous le remarquons notamment dans l'Union européenne, incarnée par les institutions implantées à Bruxelles. C'est pourquoi je souhaiterais insister sur la nécessité de revendiquer un droit de regard sur les questions de l'éthique, du mariage et de la culture de la vie. Parce que nos différentes cultures partagent les mêmes valeurs articulées autour d'un héritage national propre, l'Union européenne ne doit pas s'y mêler. Et je voudrais profiter de cette soirée de remercier vous aussi, vous tous, mais également et notamment le Care for Europe, David Fieldsen, Nathalie Durs, qui est ici, et ces dames de New Women for Europe, Femina Europa, le Mouvement mondial des mères, le Forum des femmes, Madame Marie Courtois et Jeunes pour la vie en Belgique, et aussi les experts comme Jacob Cornides. Et même s'il n'y a aucun représentant de l'organisation Forum Života, Forum de vie de la Slovaquie, je voudrais bien le remercier aussi, parce que depuis 8 ans qu'il existe, et ils associent 36 organisations pro-vie et pro-famille, et aussi les personnages importants de la Slovaquie. Ils font beaucoup de travail pour protéger la vie et la famille. Un dernier point pour conclure concerne la méthode. Une Europe multiculturelle composée de cultures différentes et de mêmes valeurs nécessite, par définition, plusieurs manières d'agir. Agir en politique dans un environnement multiculturel est comparable à un jeu d'équipe parfaitement masculin et parfois un peu brut, le rugby. Le défi, c'est de savoir passer le ballon de manière intelligente d'un joueur à l'autre sans se faire rattraper par l'équipe adverse. En politique, c'est pareil, surtout parce que nous travaillons dans un domaine interculturel. Il nous faut apprendre d'avancer ensemble, de nous passer le ballon, de reconnaître quand l'opposition est trop forte pour changer notre propre stratégie.
Bien sûr, chacun peut jouer individuellement pour soi, mais nous n'allons pas gagner ainsi, et l'histoire le démontre. Et complètement à la fin, je voudrais bien remercier les organisateurs, non seulement pour ce soir, mais pour toutes les soirées d'information et de formation régulières, parce que je vois que ça, c'est je peux dire, ça c'est la seule façon comment préparer nos citoyens pour une je veux pas dire pour une attaque, mais pour comment défendre les valeurs comme la famille et la vie.